Le mystère entourant le village de Inamizawa s'épaissit. Une boucle étrange semble nous faire recommencer les événements de juin 1983. Au départ, c'était Keiichi qui semblait sombrer à une folie meurtrière avant de succomber de la malédiction, puis ce fut le tour de Mion de se faire posséder par son démon, torturant et tuant sans réelle raison. Davantage de questions sont présentes dans nos esprits, et pourtant nous ne sommes qu'à la moitié de l'arc question. Ce troisième tome, Tatari Gorochi, est le plus long de cet arc et réserve son lot de surprises. La journée est chaude et humide, isolée de tout vent rafraîchissant. Une odeur putride règne, et pour cause se trouve dans le courant d'eau traversant la ville le cadavre d'une jeune femme. La victime semble avoir été jetée là sans volonté de la cacher, ses organes sortaient de son corps et possède des clous dans tous les doigts. Passé ce crime morbide, nous retrouvons le groupe de Inamizawa. Tous regroupés autour des repas partagés durant la pause de midi, Keiichi admire les différents plats somptueux. Subitement, il se rappelle de quelque chose de terrible. Il est seul ce soir, et même pendant un certain temps, et devra donc se faire à manger lui-même. Les filles le motivent à ce qu'il apprenne à cuisiner seul afin de pouvoir se gérer plus tard. Satoko en profite pour le charrier sur ses capacités, mais se fait vite reprendre par Rika, car elle ne sait pas vraiment cuisiner grand-chose et confond certains aliments comme les brocolis ou les choux-fleurs. Mion met alors au défi le groupe. Visant en particulier Keiichi, ils feront un concours du meilleur bento. Le jeune garçon est confiant, un peu trop, et se chamaille beaucoup avec Satoko. Rentré chez lui, il se met à fouiller dans les placards, préparant de la soupe miso, puis découpant et jetant plusieurs légumes dans un wok qu'il imbibe d'huile avant d'y mettre le feu, littéralement. L'incendie devient incontrôlable, mais par chance, Satoko et Rika surgissent pour éteindre les flammes, évitant de peu la catastrophe. Satoko se moque de lui tandis que les deux filles admirent les désastres, aussi bien matériels que culinaires. La petite fille se met alors à nettoyer, puis demande à Rika de retirer de ses pattes Keiichi afin qu'elle puisse travailler tranquillement. L'adolescent se demande si c'est raisonnable de la laisser se débrouiller, mais Rika lui dit qu'elle est justement venue pour le surprendre. Il a quelques remords, ayant l'impression de l'avoir trop embêté sur ses talents en cuisine. L'entendant parler, Satoko lui demande au passage où se trouvent certains aliments. Il vient donc l'aider, tout en essayant de se faire tout petit et discret pour ne pas la déranger. La petite fille est fière de lui montrer comment préparer notamment la soupe miso, tout en le menant à la baguette pour le taquiner. Au moment de passer à table, Rika est heureuse de voir Satoko de si bonne humeur. Elle se comporte comme si son frère était là. Keiichi apprend donc qu'elle avait un grand frère, Satoshi, avec qui elle était très proche. Réalisant qu'elle pourrait voir en lui son frère, il décide de mieux se comporter avec elle, la complimentant et la soutenant. La petite fille parle de son frère avec une certaine distance. Les circonstances de son départ semblent complexes. Elle croit qu'il a fugué il y a près d'un an. L'heure du coucher approchant, les filles proposent de débarrasser, mais Keiichi insiste pour tout gérer afin qu'elle ne rentre pas trop tard chez elle. Il insiste aussi pour les raccompagner, mais Satoko refuse en disant qu'il risquerait de se perdre. Elle rajoute plein de petites intentions comme une petite peste investie, puis s'en va. Rika félicite Keiichi pour son comportement avec Satoko, il l'a rendue heureuse. Keiichi réalise le fort lien qu'elle avait avec Satoshi et espère qu'il rentrera bientôt. À midi, le groupe se partage leur repas. Keiichi ne s'est contenté que de faire les restes. Pour pouvoir se départager de façon fair-play, ce seront les autres élèves qui noteront les plats. Mion et Rena ont réalisé des bento magnifiques et délicieux. Ceux de Rika et Satoko rivalisent presque, cependant il y a une supercherie. Les filles ont triché avec Tomita et Okamura afin de prendre leur plat. C'est au tour de Keiichi de montrer ce qu'il a fait, les restes de Satoko. Évidemment, il n'y a pas grand engouement, au contraire, les critiques fusent, de Mion surtout, mais aussi des autres élèves et de Satoko. Mais Keiichi sait que c'est la petite qui a cuisiné ça, en y mettant beaucoup d'amour, ainsi il se révolte contre les voix en faisant un grand discours. La classe devient un véritable tribunal, opposant les garçons de la classe à Keiichi, soutenu par les filles. Après moult arguments et débats, Mion décide que le perdant sera Rika, car elle n'a rien préparé elle-même, ce qui était la règle de base. Mais Satoko révèle avoir fait de même, elle rejoint alors son amie pour exécuter le gage, littéralement, car elles vont devoir dire du mal du curry à Madame Si, une folle de ce plat. Ne voulant laisser Satoko se prendre le gage, il décide de révéler avoir aussi triché. Il en profite pour demander à la jeune fille si elle peut à nouveau cuisiner avec lui. Le trio décide alors d'aller faire leurs achats après en avoir fini avec le gage. Au final, Rika dit devoir faire quelque chose, laissant Keiichi et Satoko seuls.
La petite fille est fière d'expliquer à son ami les stratégies financières pour faire des économies, ce qui est à nouveau source de chamaillerie. Leur relation évolue, ils deviennent de plus en plus complices, comme un frère et une sœur, bien que son vrai frère soit Satoshi. Il se décide à ne pas tenter de faire comme lui, tout en essayant quand même de servir de frère à la petite fille seule. Le repas se passe de nouveau bien, ils s'amusent et rigolent tout en se chamaillant gentiment, jusqu'à ce que le téléphone sonne. Il s'agit des parents de Keiichi, annonçant rentrer demain. Bien que cela soit une bonne nouvelle, cela attriste Keiichi. Il ne pourrait plus cuisiner et manger avec Satoko. Il propose donc d'aller manger chez elle la prochaine fois, prétextant le fait qu'elle pourrait lui apprendre à cuisiner. Au moment de partir, Keiichi insiste pour accompagner la petite fille, mais celle-ci refuse à nouveau. Il dit donc que son Nini veut la raccompagner. En entendant ce surnom qu'elle attribuait à son frère, elle se met à rougir, cachant sa gêne ou sa joie par le rire, croyant revoir son frère. Keiichi comprend alors que Rika ne les a pas accompagnés afin que Satoko soit seul avec lui, le seul à pouvoir faire office de figure de grand frère. Mais à nouveau, il reste lui-même, seul Satoshi est son réel frère. Cependant, Satoko a besoin de cette figure, ne pouvant être une petite sœur sans grand frère. Étant parvenu à raccompagner la petite fille, Keiichi rentre chez lui serein et léger. Le lendemain, Keiichi parle avec un peu de déception du retour de ses parents, tandis que ses amis rigolent entre elles en disant qu'il a gagné des points. Mion propose ensuite que cet après-midi il fasse des jeux, étant donné qu'ils n'ont pas cours, mais Keiichi dit devoir rentrer pour aider son père, ce qui déçoit tout le club. Son père avait organisé une petite fête avec quelques personnes de sa maison d'édition. Le jeune garçon est curieux concernant le travail et les compétences de son père. Son interlocuteur lui fait alors toutes ses éloges, notamment sur tout le fanservice qu'il peut appliquer, ce qui explique pourquoi il n'a jamais vu un seul de ses projets de son père. Par chance, une personne au téléphone demande le jeune garçon, lui permettant de fuir cette conversation étrange. Il s'agit de Satoko parlant d'une voix tendue, lui demandant quand il comptait venir, car c'est la guerre par ici. Elle dit qu'elles sont en danger, ce qui fait stresser Keiichi qui dit venir tout de suite au terrain sportif de l'école d'Okinomiya. Il demande s'il doit prendre quelque chose comme une batte, ce que Satoko valide. Keiichi s'empresse de chercher l'objet mais n'obtient qu'un club de golf, ce qui fera l'affaire. Pédalant à toute vitesse, Keiichi retrouve Rika qui le guide. Elle lui explique qu'ils étaient en position de force, mais que leurs adversaires ont eu du renfort. Ils ne pouvaient plus faire le poids, notamment face à une personne plus douée. Tandis qu'il jette son vélo et se met à courir, Rika lui demande pourquoi il a un club de golf. Keiichi remarque alors que ce qu'il pensait être une bagarre générale n'était en fait qu'un match amical de baseball. Retrouvant ses amis, il fait évidemment la morale à Satoko pour l'avoir fait douter, pareil pour Rika qui n'a rien dit non plus. Il tend alors la petite Rika à Rena en mode Mimi, en guise de punition. Le jeune garçon va devoir remplacer un joueur et remarque alors leur adversaire principal, un certain Kameda, jouant en Ligue nationale. Au départ, il ne s'agissait que d'un petit match entre les Fighters de Inamizawa et les Titans d'Okinomiya. L'équipe de Inamizawa manquait de joueurs, les filles ont donc aidé, mais dans les spectateurs se trouvait un joueur prometteur, Kameda. Ayant joué dans l'équipe d'Okinomiya et voyant qu'ils étaient à la traîne, il décida d'entrer en tant que remplaçant. Et ce joueur venait d'inverser la vapeur, jouant de son mieux. Pour tenter de gagner, ils vont devoir mettre en place un plan. Ils décident d'abord de faire entrer Keiichi sur le terrain, au grand doute de l'arbitre Irie, se souvenant encore de son entrée fracassante. Mais avant cela, il y a une pause, que Satoko avait prévue. Allant plus loin, elle savait que Kameda irait aux toilettes. Keiichi l'attend donc là-bas, lorsqu'il arrive, il lui dit de les laisser gagner. S'ensuit un débat entre les deux garçons, Keiichi usant de ses talents d'orateur. Il tente de l'acheter, notamment en touchant son point faible, les sucreries et la perversité. Les deux parviennent à s'entendre, trouvant leur passion commune, entre autres pour l'Angel morte et ses serveuses. À bout après ce discours plein d'émotions le tiraillant, Kameda lui demande son nom. Il dit alors s'appeler Kei. De retour sur le terrain, les deux garçons se font face, comme des rivaux, ce qui permet d'alimenter les journalistes présents. Keiichi parvient à aller en première base, c'est au tour de Satoko d'intervenir. Kameda se met à se moquer légèrement de la jeune fille, lui lançant des balles plus faibles. Tout cela fait partie de leur plan, qu'il suit parfaitement. Au moment du dernier lancer, Satoko fait un home run, leur décrochant la victoire. L'arbitre félicite l'équipe, Mion en profite alors pour demander à Irie, qu'elle surnomme chef, s'il n'a pas oublié sa promesse, celle d'organiser un barbecue le lendemain s'il gagnait. Il en profite pour inviter Keiichi, se présentant à lui comme Irie Kyosuke, l'entraîneur des Fighters de Inamizawa. Il se met alors à lui complimenter la texture de ses mains, ce qui surprend Keiichi, mais fait rire ses amis qui qualifient le chef d'étrange et de marrant.
Aujourd'hui, Keiichi rejoint ses amis pour le fameux barbecue offert par le chef. Après avoir rejoint les filles, le trio se rend dans l'enceinte du temple Furude, où se trouvent déjà Rika et Satoko, ainsi qu'une partie des joueurs et de leurs parents. Directement, Satoko se chamaille avec Mion et Keiichi, assistés par Rika, notamment sur le fait qu'elle n'aime pas la citrouille, partant alors se réfugier chez Rena pour l'activer en mode Mimi. Le chef tend une main aux deux ados à terre, puis tous partent manger. Rejoignant Keiichi, Irie regarde Satoko rigoler, content de la voir heureuse. Keiichi comprend qu'il tient vraiment à elle, et que malgré les propos étranges et polémiques qu'il tient, il a bon fond. Irie explique que Satoshi était du genre littéraire et calme, tout l'inverse de sa sœur. Il rajoute qu'il jouait dans l'équipe des Fighters, jusqu'à ce qu'il change d'école. Il s'était passé des choses terribles. Il y a 3 ans de cela, leurs parents sont morts dans un accident alors qu'ils visitaient un parc naturel, tombant d'un observatoire, faisant de Satoko et de Satoshi des orphelins. Elle vit désormais avec Rika, sans pour autant avoir la même chance qu'elle d'être la mascotte du village, pouvant se faire aider par n'importe qui. Irie voulait adopter Satoko, mais étant célibataire, il ne peut pas. Il essaye donc de lui rendre la vie plus facile depuis, ne souhaitant que la voir sourire. Débarque alors Shion, qui espionnait leur conversation. Keiichi est surpris de la voir ici. Il apprend alors qu'elle est la manager de l'équipe, plus précisément la manager fantôme. Elle voudrait bien voir Keiichi jouer dans l'équipe, mais cela ne plaît pas trop à Mion et Rena qui viennent d'arriver, créant une certaine rivalité discrète. Après avoir fait quelques jeux et s'étant pris des gages, il est temps de ranger. Keiichi a pour gage de devoir nettoyer les plats graisseux. Shion arrive pour lui tenir compagnie, elle parle notamment de la victoire d'hier et des compétences de Satoko, le contraire de Satoshi qui n'était pas sportif. Le jeune garçon dit ne pas l'avoir rencontré étant donné qu'il a été transféré. En entendant parler de ce transfert, Shion s'emporte, mettant en doute cela, et Léon dit « Elle aimerait que cette rumeur cesse ». Elle se calme rapidement et s'excuse d'avoir réagi comme ça, puis s'en va discrètement. Plus tard, le chef remercie tout le monde de leur présence, indiquant la fin de la journée. Rika et Satoko se séparent de leur côté, tandis que le trio restant rentre ensemble. Plongé dans ses pensées concernant sa conversation avec Shion, Keiichi commence à se poser des questions sur Satoshi. Cela semblait tabou. Rena dit qu'il a changé d'école, mais Keiichi demande alors qui lui a dit ça, la prenant de court. Un peu gêné car ne voulant pas lui cacher quoi que ce soit, Mion révèle qu'il n'a pas vraiment changé d'école, il n'est juste pas rentré chez lui, et personne ne sait où il se trouve désormais. Il aurait économisé puis serait parti en retirant tout son argent. Un policier aurait vu un jeune lui ressemblant à la gare de Nagoya, mais depuis plus rien. Rena annonce alors croire que cette histoire de fugue n'est qu'un mensonge, que ce serait la faute de la malédiction de la déesse Oyashiro. Il s'était confié à elle, lui disant que quelqu'un l'observait, le suivait, partout, jusque devant son lit. Mion tente de la faire arrêter, mais Rena continue, disant que ce sont des signes avant-coureurs de la malédiction, qu'au fond Satoshi voulait fuir le village, raison pour laquelle la déesse ne lui a pas pardonné. La déesse ne pardonne pas aux déserteurs. Rena lui avait demandé pardon, mais a priori Satoshi non. Mion finit par gifler Rena, se mettant en colère. Elle enchaîne en disant à Keiichi qu'elle lui avait promis de lui filer des séries et qu'il pourrait passer chez elle maintenant. En entendant cela, Rena comprend et dit qu'elle s'en va, l'air de rien, puis dit à Keiichi qu'il ne devrait pas trop tarder. Peu après, Mion brise le silence en disant qu'il ne doit pas s'en faire pour ça, qu'elle ne voulait rien lui cacher, elle n'aime juste pas en parler. Keiichi lui demande alors qu'elle lui dise la vérité, ce que Mion commence à faire après un temps de réflexion, en commençant par lui demander ce qu'il sait de la malédiction. Keiichi connaissait les bases, mais apprend que les parents de Satoshi étaient partisans du barrage, ayant obtenu un prix intéressant pour le rachat de leur terrain, puis sont morts le jour de la fête du village, nourrissant ces histoires de malédiction. Ainsi, selon certains, la fugue de Satoshi fait partie de cette malédiction. C'est pour cela que Mion n'aime pas parler des Hojo. Elle compte sur Keiichi pour ne pas propager ces rumeurs, et qu'il évite de parler de Satoshi devant Rena, la jeune fille croyant dur comme fer à la malédiction. Voyant l'interrogation de Keiichi, elle explique que Rena dit avoir subi la malédiction de la déesse et qu'il ferait mieux de ne pas la charrier là-dessus car elle peut se montrer extrêmement flippante. Le duo termine par se saluer. Sur le retour, Keiichi se pose des questions sur Satoshi. Il souhaitait seulement vivre dans l'insouciance tout en faisant sourire Satoko et ses amis, mais désormais il va devoir faire attention s'il veut que cela continue. Le matin, Keiichi est fatigué, ayant mal dormi. Il a comme un mauvais pressentiment. Il tente de se remotiver puis part rejoindre Rena afin d'aller à l'école, mais aujourd'hui Rika et Satoko ne sont pas là. Arrive alors en retard seulement Rika, s'approchant de la maîtresse pour lui parler à voix basse. Keiichi tente de demander à la petite fille ce qu'il se passe, mais elle ne dit rien, semblant inquiète et perturbée.
Rena tente de rassurer Keiichi un peu, tout en lui faisant garder les pieds sur terre. Elle lui dit que les beaux jours finissent toujours par passer, et qu'il faut donc en profiter un maximum. À midi, Satoko n'est toujours pas là, et Rika est vraiment étrange. Mion et Rena tentent de faire comme si c'était un jour normal pour rassurer leurs amis, ce qui fonctionne, faisant retrouver le sourire à Rika, Keiichi se poussant alors pour être un peu plus positif. Okamura et Tomita viennent demander de l'aide à Keiichi, car leur balle est coincée dans la gouttière de l'école. Après quelques négociations, le jeune garçon s'en occupe. Mais un homme d'âge mûr vient alors parler à Keiichi, lui provoquant d'étranges frissons. Sans le connaître, il savait qu'il ne l'appréciait pas. Il s'agit de l'inspecteur Oishi. Oishi lui demande s'il peut aller appeler Satoko, ce qui confirme les craintes du jeune garçon, qui lui dit qu'elle ne veut pas le voir pour répondre à ses questions. L'inspecteur demande alors à d'autres enfants passants, l'un disant qu'elle est absente aujourd'hui. Il s'approche ensuite des petites filles, leur demandant le nom de Keiichi. Cela fait réagir, il a entendu parler de son père et de sa mère, en connaissant même un peu trop à son goût. Oishi en profite pour menacer discrètement Keiichi, lui disant qu'il serait mieux pour lui qu'il ne cherche pas trop les ennuis. Voyant le jeune garçon tendu, il s'approche alors pour lui masser les épaules de façon très douloureuse. Par chance, Irie apparaît, menaçant Oishi d'en parler à ses supérieurs, ce qui le fait partir tout en lâchant son rire gras. Le docteur en profite pour accompagner Keiichi à l'infirmerie afin de l'examiner, remarquant que l'inspecteur savait ce qu'il faisait et qu'il était habitué à faire ça. Le chef rajoute qu'il ne devrait pas provoquer l'inspecteur et apprend qu'il voulait parler à Satoko. Il comprend qu'il souhaitait encore la cuisiner par rapport à une affaire, rajoutant qu'après la mort de ses parents, ils ont été placés chez leur oncle, le petit frère du père. Lui et sa femme étaient des gens mauvais, ayant en plus eu des problèmes à cause de la mauvaise réputation de son frère et de sa femme. Lorsqu'ils furent placés, ils perdirent tout l'argent de leurs parents, eurent des chambres minuscules et devaient subir les conséquences des disputes entre l'oncle et sa femme. Satoko était dans un état catastrophique, pouvant rester des heures debout à regarder dans le vide, puis le jour du festival Watanagashi, leur tante fut assassinée. Un taré l'avait frappé avec une batte ou une barre. L'homme fut arrêté, avoua tout, puis se suicida en prison à l'aide d'une cuillère. L'affaire fut classée sans que personne ne vérifie les dires du meurtre. L'oncle s'enfuit après cela, rejoignant sa maîtresse, par peur de la malédiction. Mais Oishi apparut, contredisant les dires des policiers et cherchant le lien entre tous ces meurtres. Avant qu'il ne puisse en rajouter, les filles du groupe arrivent, s'inquiétant pour Keiichi. En apprenant ce qui lui est arrivé, Mion a la rage contre Oishi. La maîtresse arrive, les faisant retourner en classe, puis Irie en profite pour terminer sa phrase, disant qu'Oishi est surnommé le messager de la déesse Oyashiro, car il semble avoir une influence sur les personnes disparaissant. Chaque année en juin, les personnes à qui il rend visite régulièrement pour son enquête finissent par disparaître. Keiichi est inquiet et rajoute que Satoko n'était pas présente aujourd'hui, ce qui surprend le chef, qui s'en va d'un pas ferme, se dirigeant vers la salle des profs. Le jeudi suivant, Satoko est toujours absente, cela fait 4 jours consécutifs. Rika fait peine à voir, elle parle à nouveau à Madame Si à voix basse. Keiichi n'est pas bien non plus, il commençait tout juste à tisser des liens avec la petite fille, parvenant à devenir un grand frère de substitution dont elle avait tant besoin. Il repense alors à la rumeur concernant Oishi. Tomita et Okamura reviennent vers lui, lui disant qu'ils ont entendu quelque chose en lien avec Satoko. La grand-mère d'un des enfants aurait vu la petite fille acheter du tofu et semblait être ni mal ni bien. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle a acheté le tofu le plus cher, alors qu'elle vit avec peu de moyens, avec Rika, et achète toujours le même, le moins cher. Okamura ajoute qu'il paraît que son oncle est rentré à la maison. Subitement, il pointe du doigt une direction, Satoko. Keiichi court vers elle, inquiet, la jeune fille dit aller bien, elle s'était occupée de nettoyer la maison. Ne répondant aux interrogations de son amie, elle dit mourir de faim et vouloir se poser. Tous les autres enfants et la maîtresse viennent la voir pour savoir comment elle va, la petite fille continuant de dire que tout allait bien. Mais au fond, Rena et Keiichi se doutaient que quelque chose ne tournait pas rond. Madame Si demande à Satoko de venir la voir dans son bureau, Rika l'accompagne alors. De son côté, Keiichi explique à Mion et Rena ce qu'il sait et veut savoir si elles ont autre chose à rajouter. Mion était déjà au courant du retour de l'oncle, ce qui surprend et énerve ses amis. L'oncle était un bon à rien, ne sachant rien faire seul, il a donc récupéré Satoko en guise de boniche. Les gens disent que Satoko était enfermée et battue, mais personne n'a de preuves concrètes. Tout recommence comme l'année dernière, sauf qu'aujourd'hui, Satoshi n'est plus là pour protéger sa sœur. L'ambiance est tendue, puis les petites filles reviennent. Pour essayer de remotiver tout le monde, Mion propose de faire un jeu, mais Satoko dit ne pas pouvoir rester et s'en va rapidement, tandis que Mion essaye de la convaincre. Le trio tente alors de faire parler Rika, mais rien n'y fait.
Mion explique avoir créé le club pour que Satoko puisse rester un maximum de temps en dehors de la maison, mais maintenant elle est obligée de rentrer. Keiichi propose de dénoncer son oncle à la police, mais sans preuve, c'est compliqué, d'autant plus qu'il y a 2 ans, ils ont déjà été dénoncés. Une personne est venue voir la famille, demandant la version des faits des enfants et de l'oncle et sa femme. Les services de protection conclurent qu'il fallait rester dans l'expectative, attendant de voir comment évoluer la situation, car il n'y avait pas de preuves. Toutes les semaines, le même jour, quelqu'un venait rendre visite à la famille, alors évidemment l'oncle et sa femme pouvaient prévoir, et les frapper dans des endroits moins visibles, et user de maltraitance psychologique, particulièrement la tante. Ils ne peuvent donc rien faire sans preuve. Keiichi se demande alors pourquoi Rika pouvait vivre seule. En réalité, elle a pour tuteur le maire du village, Kimiyoshi, lui permettant de vivre comme elle le fait aujourd'hui. Malheureusement, le tuteur de Satoko est son oncle. Il est obligé de s'occuper de l'enfant, mais cela varie selon ce que lui estime être suffisant. La tension monte, Keiichi tente de trouver quelqu'un pour accueillir la petite fille, pensant au chef, mais Mion s'énerve, car Satoko n'est pas un animal qu'on peut placer à droite à gauche. Keiichi s'énerve alors à son tour, l'accusant de s'en foutre de Satoko et que les Sonozaki pourraient l'accueillir. Mais Mion explique qu'elle ne peut pas, s'attirant les foudres de son ami qui use de mots violents, la faisant pleurer. Rena intervient alors en disant que lui aussi a une grande maison et qu'il pourrait l'accueillir, mais à son tour il bégaye et se fait enchaîner par Rena. Comprenant son erreur, il s'excuse. Satoko avait déjà vécu cette situation et fut sauvé par un toxicomane qui tua sa tante. Il faudra attendre qu'un autre miracle se produise. Après les cours, Keiichi décide de se rendre devant la maison de Satoko, demandant son chemin à d'autres enfants. En arrivant devant chez elle, il ne sait pas quoi faire, se sentant impuissant. Arrive alors une voiture, celle du docteur Irie, où se trouve aussi Satoko. La petite fille sort et part récupérer de nombreux sachets lourds dans le coffre. Son oncle l'avait envoyée à l'autre bout du village pour chercher de l'alcool, du tabac et de la malbouffe. Soudainement, Teipei, l'oncle de Satoko, apparaît par une fenêtre, se mettant à crier sur sa nièce. En voyant le chef, il fait le gentil, proposant de l'inviter à faire une partie de mahjong, mais le docteur refuse, disant avoir du travail et avoir croisé Satoko avec tous ses sacs lourds. L'oncle se met alors à hurler sur Satoko afin de se bouger. La frustration et la colère montent en Keiichi. Il trouve injuste que cet homme et ses amis envoient cette petite fille chercher toutes leurs courses lourdes, devant suer sang et larmes pour porter ses sacs. Le chef tente de le raisonner, mais Keiichi veut aider Satoko, qui refuse, tentant de le rassurer. Il remarque alors une marque sur le dos de sa main, qu'elle nie en disant s'être cognée. Irie doit restreindre Keiichi pour le calmer, tant il est prêt à exploser. Satoko dit avoir cru voir son frère, mais Keiichi, lui, dit qu'il ne fuirait pas, il ne l'abandonnerait jamais. La petite fille le remercie, puis s'en va, le rassurant tout en se faisant hurler dessus par son oncle. Irie ramène Keiichi, ce dernier est frustré à cause de la situation, il en veut à Satoshi de ne pas être là pour protéger sa sœur. Le chef explique que Satoshi travaillait afin d'offrir une peluche très chère dont Satoko avait des vues. Après sa fugue, la police conclut qu'il avait utilisé l'argent pour partir à Tokyo, ce qui surprend Keiichi. Pourquoi aurait-il abandonné sa sœur? Satoko était venue aux mêmes conclusions, il la voyait comme un poids. Elle était plus forte que prévu et attendait son frère pour lui montrer comment elle avait changé. Elle n'est plus un poids. Il apprend aussi que Satoshi est parti le jour de l'anniversaire de Satoko, puis Irie ajoute qu'il aimerait que Keiichi aide la petite fille pour eux deux. Keiichi lui demande s'il s'y connaît en loi et découvre qu'il existe une solution d'urgence, mais que peut-être Satoko n'a pas envie d'être sauvée. Peut-être qu'elle voit ces mauvais traitements comme des épreuves qui, une fois surmontées, lui permettront de faire revenir son frère. En plus de cela, Satoko refusera l'aide des services de la protection, ne voulant être placée loin du village. Mais Keiichi explique que s'il ressent qu'elle est vraiment en danger, il réagira. De retour chez lui, il se met à réfléchir sur comment sauver Satoko. Il réalise que prévenir les services sociaux ne résoudra rien. Il se dit qu'il pourrait peut-être la cacher chez lui. Alors qu'il descend manger, il tente de repartir avec son assiette, se demandant si cela fonctionnerait afin de nourrir Satoko, mais ses parents le reprennent. Cependant, en retournant dans sa chambre, il réalise que la petite fille ne pourrait absolument pas vivre cachée dans son placard. Il n'y a peut-être vraiment aucun moyen, mais il préfère en parler avec les autres demain, pour voir si elles sont vraiment prêtes à tout pour sauver Satoko. Le matin, Keiichi se réveille, mais bien tard. Tandis qu'il sort de chez lui, il se dirige dans la direction opposée de l'école, vers le barrage. Il réfléchit à la situation et croise alors un cycliste, un certain photographe qu'il avait déjà croisé, nommé Tomitake. Ce dernier lui demande où se trouve le temple, Keiichi décide alors de le guider jusqu'au bas des escaliers. Se disant qu'il est dans tous les cas en retard, il se met à suivre Tomitake en compagnie d'une jeune femme qui le remarque.
Ne se souvenant toujours pas de son nom, il apprend qu'il s'agit de Takano Miyo, une infirmière travaillant à la clinique. Ils disent que la fête du village sera après-demain, dimanche, puis parlent de la malédiction, se demandant si cela va se reproduire. Réalisant qu'il y a déjà eu beaucoup de Hojo victimes de cette malédiction, Keiichi questionne que l'ordre logique serait que l'oncle soit la prochaine victime, ce qui fait rire sadiquement Takano. Elle et Keiichi partagent l'idée que cela ne peut être que l'origine d'humains, puis la jeune femme lui explique les origines du village. Elle enchaîne en disant avoir quelques suspicions, mais Keiichi est douteux, ainsi Takano le met en garde et lui annonce qu'il peut lui demander ce qu'il veut. Il souhaite savoir qui provoque la malédiction et choisit la personne maudite. Plus tard, vers la fin de la pause de midi, Keiichi atteint l'école, apprenant que Satoko est à nouveau absente, a priori pour une histoire de rhume. Mais il sait que cela est faux, tout comme ses amis le savent. Madame Si arrive et demande à ce que Keiichi et Mion viennent en salle des profs, sans doute concernant Satoko. Rika ne lui répondait jamais sérieusement, se disant qu'en parler à elle ne résoudrait rien, à moins qu'elle sait que Satoko voit cela comme une épreuve et la laisse donc faire. Keiichi demande donc à ses amis s'il peut expliquer cela, Rika lui laisse alors prendre la décision. Face à la prof, Keiichi lui explique que les services sociaux ne serviront à rien, que cela ne provoquera que la colère de l'oncle, et qu'à nouveau, ils ne serviront donc à rien comme l'année dernière et l'année précédente. La maîtresse téléphone alors au service, expliquant que la situation concernant Satoko est assez sérieuse, ce qui fait péter un câble au jeune garçon. Il insiste pour que Madame Si fasse vraiment quelque chose, étant totalement en colère car la situation est urgente, et attendre de voir l'évolution est trop risqué. Seulement c'est à eux de gérer maintenant, Keiichi n'a plus qu'à prier et croire au destin. Les cours se terminent plus tôt, Keiichi demande alors à Mion s'il peut passer chez elle, prétextant vouloir récupérer des mangas, mais la jeune fille comprend qu'il veut lui parler en privé. Keiichi découvre la grande demeure des Sonozaki, occupée par la jeune fille et sa grand-mère, et par les quelques domestiques passant de temps en temps. D'un air sérieux, il dit vouloir parler à Mion en son statut d'héritière du clan fondateur du village des Abysses des Démons, ce qui la surprend, ce n'était pas quelque chose qu'il était censé savoir. Elle lui dit qu'elle ne fera que l'écouter, mais ne pourra rien faire d'autre. Keiichi lui parle alors de la malédiction, que la victime est toujours un ennemi du village, demandant si elle a déjà été choisie, et si cela pourrait être l'oncle de Satoko. Il n'hésite pas à dire que la malédiction est l'œuvre du village dirigé par les Sonozaki, sous-entendant donc que Mion a du sang sur les mains, mais ce n'est pas l'intention de Keiichi, il s'en fiche de cela. Il veut aider et surtout sauver Satoko. Mais Mion le coupe, lui disant qu'il fait fausse route et que les Sonozaki et surtout elle n'ont rien à voir avec la malédiction, qui est quand même sans doute l'œuvre d'humains. Elle lui assure que les Sonozaki, même s'ils étaient impliqués dans la guerre du barrage, ne sont pas des meurtriers. Elle ajoute supposer que c'est Takano qui lui a raconté ça, et qu'elle raconte beaucoup de bêtises, s'imaginant des choses sur le village. Elle espère que si vraiment les dieux existent, ils exauceront la prière de Keiichi que l'oncle se fasse éliminer le jour de la purification du coton. Keiichi la remercie de l'avoir écouté et s'excuse pour ce qu'il a dit, puis s'en va. Réfléchissant à tout ça, au comportement de Mion, il espère que ce problème sera réglé, priant pour que Satoko soit sauvée. Le lendemain, Rena est soulagée de voir Keiichi. Mion explique devoir s'occuper des préparatifs de la fête l'après-midi, leur conversation est insouciante comme avant, mais Keiichi espère au fond que sa demande d'hier fasse effet chez les Sonozaki. La jeune fille ajoute que l'assistante sociale s'occupant de la région de Inamizawa est une de ses tantes, et qu'après l'appel de leur prof, le chef de section s'est directement rendu chez Satoko et devra vérifier de temps en temps la situation. Cependant, elle ne sait rien de plus, ce qui frustre Keiichi. Arrivant à l'école, Rena remarque les chaussures de leur amie. Précipitamment, Keiichi se rend dans la salle de classe pour voir comment elle va. Elle semble aller bien, expliquant que le fait que les travailleurs sociaux aient débarqué sans prévenir l'a gênée, elle et son oncle, et qu'il ne s'est rien passé. Rika prend à part Keiichi, lui disant que Satoko a renvoyé les personnes venues. Évidemment, Keiichi s'énerve, il s'attendait à ce qu'elle fasse ça, voulant s'en sortir sans demander d'aide à qui que ce soit. La petite fille ajoute que c'est la 3e fois que les services sociaux viennent. Auparavant, elle les avait appelés car elle n'aimait pas son beau-père, bien que celui-ci n'était pas méchant, elle ne lui faisait pas confiance et lui menait la vie dure. Satoko s'était alors infligé volontairement des blessures pour piéger ses parents, mentant aux services sociaux pour tenter de se débarrasser de son beau-père. Après avoir constaté qu'elle avait un problème, elle fut examinée par des pédopsychiatres, concluant qu'elle voulait simplement attirer l'attention de sa mère. Cela explique pourquoi les services sociaux n'ont rien fait lorsqu'elle et son frère furent recueillis par leur oncle et leur tante. À force de mensonges, plus personne ne la croyait. Cependant, ils étaient bienvenus hier, mais Satoko a nié les violences qu'elle subit, voulant se débrouiller seule en attendant son frère pour ne plus être un poids. Keiichi a la rage, il sait que les services n'interviendront pas s'il se passe quelque chose, mais plutôt quand il se passera quelque chose, et il sera alors trop tard.
À midi, le groupe se retrouve à 5 pour la première fois depuis longtemps. Tandis que tout se passe comme avant, Keiichi se dit que peut-être l'intervention des services sociaux a fait réfléchir l'oncle, qui va alors se calmer. Il tente alors d'ébouriffer les cheveux de Satoko, mais la petite fille le frappe avant de se gratter la tête frénétiquement. Elle est en panique totale. Keiichi ne comprend rien et tente de tendre sa main vers elle pour lui faire comprendre qu'il ne voulait pas lui faire peur, mais Satoko le rejette, puis se met à vomir tout en hurlant et pleurant. Elle se met à reculer tandis que Keiichi tente de la calmer, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Satoko hurle, pleure, renversant tout sur son passage, puis s'effondre, se mettant à s'excuser de façon paniquée et à appeler son frère. Au bout d'un moment, Rena dit à Keiichi de juste se taire, se mettant à l'insulter pour qu'il arrête, tellement la situation est critique. Satoko est complètement traumatisée. Calmé grâce à Rena, Satoko fait mine qu'il ne s'est rien passé lorsque Madame Si intervient dans la classe. Mion se plie face à la fatalité de la situation, ils ne peuvent rien faire. Mais cette façon de penser énerve Keiichi. Pour lui, il n'y a qu'une seule solution, il faut tuer l'oncle. Il n'avait presque besoin de rien pour s'en occuper, à part ne pas se faire choper par la police, et même si cela permettrait à Satoko de vivre, alors le jeu en vaudrait la chandelle. Il se met à réfléchir à comment s'en occuper, il devrait récupérer une batte de baseball à l'école et aller buter l'oncle. Ce serait rapide, même pas 25 minutes, voire moins de 1500 secondes. Si la déesse Oyashiro ne veut pas s'occuper de l'oncle de Satoko, alors elle ne sert à rien. C'est Keiichi qui se chargera de maudire et d'exécuter la victime de cette année. Perdu dans ses pensées, les filles réapparaissent dans son champ de vision. Rena lui demande ce qu'il disait tout bas. Mais elle se fait couper par un ta gueule de Keiichi. Les filles ne comprennent pas ce qui lui arrive, lui qui arbore désormais un regard exposant son projet. À la fin des cours, Mion propose à Keiichi de venir aider aux préparatifs de la fête, mais lui s'en fout de ça, il a son propre but à préparer. La police japonaise a le meilleur taux de réussite au monde, ce ne sera pas facile de commettre le crime parfait. Il se demande alors s'il ne pourrait pas apprendre à commettre ce crime parfait via des romans policiers et demande justement conseil à sa mère. Le jeune garçon lui demande quel est son crime parfait favori. Elle lui répond que le crime parfait n'est même pas digne d'être raconté, puisqu'il n'est pas découvert. Pas de corps, pas de crime. Alors la police n'intervient pas d'enquête, pas de théorie, rien ne se passe, tout est parfait. Keiichi doit donc s'occuper de l'oncle sans se faire voir, puis cacher le corps. En faisant ça le soir du festival, les gens pourraient supposer qu'il s'est simplement fait la malle comme l'année dernière, craignant pour sa vie. Puis, n'étant apprécié de personne, il ne serait jamais recherché. Il décide alors de se rendre à l'école afin de chercher sa future arme, se trouvant dans le casier de nul autre que le frère de Satoko. Satoshi faisait partie de l'équipe de baseball, et possède donc dans son casier sa propre batte en métal. Maintenant en possession de Keiichi, il espère que Satoshi lui prêtera sa force pour sauver Satoko. Sortant de l'école, il cache la batte près d'un engin de chantier qui n'avait pas bougé depuis des années, certain que personne ne trouvera l'arme ici. Il viendra la récupérer demain. Maintenant, il doit réfléchir à comment cacher le corps. Il pensait d'abord à le jeter dans le marais du village, l'abysse des démons, qui, selon la légende, n'a pas de fond, mais cela n'est qu'une légende. Puis le corps risque de remonter en se décomposant. D'autant plus que la mère de Rika s'est supposément suicidée dans ce marais, la police ayant fait des recherches dedans. Il les jettera par contre l'arme. Il se dit alors que l'enterrer sera le plus efficace, et commence à chercher un endroit où creuser en avance, et surtout pas trop loin de là où il le tuera, pour éviter de se faire repérer. Un petit passage se trouve non loin du domicile de Satoko par lequel l'oncle passe en mobilette. L'endroit est surtout fréquenté par le voisinage, il n'y a donc pas trop de monde qui y passe. Il pourrait l'attendre ici, mais comment le faire sortir de chez lui étant donné qu'il n'ira pas à la fête? Keiichi imagine alors qu'il pourrait l'appeler en se faisant passer pour le commissariat d'Okinomiya, disant avoir retrouvé Satoko, perdue dans la foule, et qu'il doit la récupérer. Mais pour cela, il va devoir faire en sorte que Satoko aille à la fête. Il va donc surtout devoir convaincre Mion de l'y emmener. Maintenant, il doit creuser son trou. Il parvient à trouver un endroit, mais n'arrive pas à creuser avec la petite pelle qu'il a récupérée. Repartant chez lui, il essaye de réfléchir s'il a bien tout préparé, mais réalise que la force physique pourrait lui manquer. Il doit se calmer, tout ira bien. Il fait cela pour sauver Satoko. De retour chez lui, il appelle Mion, lui demandant si elle peut emmener Satoko à la fête demain. La jeune fille accepte, mais lui demande pourquoi il ne peut pas l'emmener lui. Ne s'attendant pas à cette question, il explique ne pas être là demain. Mais Mion est bizarre, elle ne répond rien, puis se met à pleurer. Elle dit qu'il lui a menti, qu'il était censé partir juste pendant la purification, mais au final c'est pour toujours, et qu'elle-même n'a pas tenu sa promesse de protéger Satoko. En réalité, elle a eu la même conversation il y a 1 an, jour pour jour, avec Satoshi. Keiichi réalise alors que c'est lui qui a tué sa tante l'année dernière avant de s'enfuir, d'abandonner sa sœur.
Mion pense la même chose. Satoshi avait commis trop d'erreurs, laissant le corps se faire trouver, devant donc s'enfuir pour ne pas se faire attraper, abandonnant donc sa sœur le jour de son anniversaire. Mais bon, quelqu'un a avoué le meurtre, un Kame, avant de se donner la mort. Satoshi ne pouvait pas fuir, il n'avait pas assez d'argent, car il avait économisé pour acheter une grande poupée très chère pour sa sœur, et Mion est persuadée qu'il lui a acheté, car la poupée a disparu de la vitrine. Elle ajoute que pour demain, tout est réglé avec Satoko, elles l'ont déjà invité, et bien que l'oncle ne semblait pas content, il a accepté. Rassuré, il s'apprête à raccrocher quand Mion lui demande ce qu'il fait demain. Mais elle l'a deviné, il va faire comme Satoshi. Mais Keiichi n'est pas Satoshi. Le hasard faisait qu'il s'apprête à faire la même chose que lui, mais à l'inverse, il ne se fera pas attraper. Le corps ne sera jamais découvert. Aujourd'hui, le ciel est couvert, ne prétend pas aux festivités, mais davantage au malheur. De fortes pluies sont prévues en début de soirée, n'empêchant pas la fête de commencer. Keiichi se sentait vide de toute émotion, se fichant de tout, il ne voulait qu'atteindre son objectif. Déterminé, il sort de chez lui, récupère une pelle et se dirige vers le futur tombeau de l'oncle de Satoko, tout en se méfiant de ne croiser personne. Vérifiant qu'il est bien seul, Keiichi se met à creuser, toujours de plus en plus, à mesure que le trou grandit. Se faisant attaquer par les insectes attirés par sa sueur, le jeune garçon se plonge dans ses pensées, se demandant pourquoi il fait tout ça, que depuis toute sa vie, il n'a fait qu'obéir aux ordres. Plus petit, Keiichi était inscrit à des cours du soir, révélant qu'il avait de grandes capacités pour le scolaire, et qu'il a une façon de raisonner différente, ne s'intéressant pas aux choses ne concernant pas son quotidien. Découvrant qu'il était meilleur que les autres élèves, il trouva un moyen de se venger de ceux l'ayant humilié, obéissant aux adultes qui voulaient le voir progresser. Mais en arrivant à l'école de Hinamizawa, il se prit un coup de vérité, le faisant retomber sur terre. Et tout s'enchaîna. Désormais, il devient maître de la situation et de ses actes. Trouvant la profondeur du trou convenable, Keiichi regarde sa montre, c'est la fin de l'après-midi. Il a encore un peu de temps avant d'aller chercher la batte et d'appeler Taipei. Il a encore le temps d'abandonner, il n'est pas un psychopathe, mais il reste déterminé. Tout sera terminé à l'heure où résonne le sanglot des cigales. L'obscurité est tombée tandis que Keiichi se rend à l'école afin de récupérer son arme. Il doit ensuite appeler l'oncle, mais la maison de Satoko est trop loin de chez lui, il n'aura pas le temps de l'intercepter. Il doit donc trouver un moyen d'utiliser celui de l'école. Un miracle se produit alors. Un employé des eaux et forêts, la société partageant le bâtiment de l'école, entre alors dans le lieu. Keiichi se faufile discrètement, se rendant dans la salle des profs. Une fois l'employé reparti, il sort le bout de papier contenant le numéro du domicile de Satoko. Il hésite avant de l'appeler, ne sachant pas quoi dire, mais finit par y aller au culot, se faisant passer pour un policier d'Okinomiya. Il explique avoir récupéré Satoko et vouloir lui parler au poste. L'homme est surpris et n'est pas motivé à venir tout de suite, mais Keiichi parvient à le faire bouger. Rapidement, il se rend dans le petit bois, attendant patiemment sa proie. Alors qu'il se demande s'il ne l'a pas loupé, les cigales cessent de chanter, annonçant le bruit d'une mobilette, s'approchant dangereusement. S'assurant qu'il s'agit bien de l'oncle, Keiichi, accompagné de Satoshi, le surprend, le faisant chuter de son engin. Sa respiration s'accélère, Keiichi s'approche de l'homme à terre, ne comprenant pas ce qu'il vient de se passer, et lui porte un premier coup à la tête. Sa proie protège chaque partie frappée, laissant à découvert les autres, mais parvient à prendre la fuite. Keiichi se met à sa poursuite, continuant de le frapper pendant un certain temps, agissant comme la mort après sa victime, appelant à l'aide et à la clémence. L'homme trébuche alors une fois de trop, se prenant un coup différent dans le crâne, s'enfonçant profondément. À terre, il ne cherche plus à se protéger, mais pour être sûr, Keiichi continue de frapper sa tête comme s'il frappait dans du riz gluant. Il est désormais certain de l'avoir tué. La forêt est désormais noire. Keiichi a poursuivi sa victime pendant longtemps. Il pouvait voir un éclairage public au loin, se trouvant proche du chemin menant à Okinomiya. La maison de Satoko est très loin. Il ne peut pas emmener le corps jusqu'au trou et va donc devoir en faire un nouveau ici. En plus de cela, la mobilette est toujours sur le chemin. Ainsi, Keiichi part la récupérer et parvient à la démarrer, puis roule sous la pluie jusqu'au marais où il la jette avec la batte de Satoshi. De retour sur le chemin près du trou, il tente de retrouver la pelle qu'il a laissée, mais avec l'obscurité, il ne la retrouve pas. Il décide donc de rentrer chez lui pour en récupérer une autre ainsi qu'une lampe. La fatigue le rend parano. Tous ces imprévus l'inquiètent sur le fait d'être vu. Mais il ne peut plus faire marche arrière. S'il veut avoir une chance, il doit cacher ce corps. La nuit sera longue. Il n'est que 19 h, lui qui croyait qu'il était déjà bien 2-3 h du matin. Il est complètement déréglé. C'est à ce moment-là qu'il réalise enfin qu'il vient de tuer l'oncle de Satoko, ressentant autant de joie pour elle que de remords.
De retour sur ces lieux, il retrouve par chance le corps recouvert de moitié par une flaque d'eau. La pluie l'a masqué un certain temps et a nettoyé les traces de sang et de pas. Keiichi est chanceux. Il se met à creuser dans le sol très meuble, de plus en plus, faisant monter la paranoïa. Il a peur d'être vu et utilise ses sens pour tenter de ressentir une présence. Maintenant, il peut jeter le corps dans le trou, entrant parfaitement, puis tout reboucher rapidement, craignant de le voir ressusciter. La crainte s'accélère jusqu'à ce qu'il termine enfin. Il vient de cacher le corps, tout est fini. La pluie continue son travail complice, effaçant toute trace de passage. Keiichi peut enfin se relâcher, il peut enfin rentrer chez lui, oublier ce corps. N'ayant plus la force de démonter la pelle, il la cache sous ses vêtements tout en roulant en vélo. Les bords de l'outil lui font mal, aussi il décide de la tenir à la main, zigzagant de plus en plus, accentué par la fatigue. Déboule alors face à lui une voiture. Son temps de réaction ne lui permet pas de réagir pour prévoir l'esquive. Il l'évite au dernier moment, tombant à terre. Le conducteur s'arrête alors. Il s'agit de Takano. La jeune femme lui demande ce qu'il fait dehors sous la pluie avec une pelle, tout en souriant comme si elle savait ce qu'il venait de faire. Elle lui pose de petites questions qu'il a du mal à esquiver et se met alors à se demander s'il ne devrait pas lui foutre un coup de pelle et la tuer. Mais cela poserait trop de nouveaux problèmes. La chute lui a provoqué une entorse, aussi Takano propose de le ramener chez lui. Il insiste pour embarquer son vélo et sa pelle avec lui, mais Takano lui dit que son coffre est plein. Au final, elle abandonne et installe tout sur la banquette arrière, où se trouve un autre vélo. Tandis qu'il somnole dans le véhicule, un mot le fait revenir à la réalité. Takano lui demande s'il a bien réussi à l'enterrer. Il se met à paniquer et la jeune femme rajoute alors qu'il faut enterrer profondément le corps pour éviter que les chiens ou charognes ne le déterrent. La pression monte, il doit la buter, il n'a plus le choix, mais Takano révèle qu'elle blaguait, puis arrive devant chez les Maebara. Elle lui dit de ne dire à personne qu'ils ont fait un tour en voiture, et surtout pas à Jiro. Keiichi comprend qu'il s'agit de Tomitake, et demande alors si c'est bien son vélo derrière. Le regard de Takano se transforme alors, elle lui dit que cela serait un peu bizarre que ce soit le sien, car il dort à Okinomiya, et que son vélo est son seul moyen de transport. Elle commence à faire peur au jeune garçon, qui termine en disant qu'il s'agit de son vélo à elle, puis enchaîne en disant qu'ils ne se sont jamais rencontrés ce soir, insistant sur ce fait de façon qui terrifie Keiichi, d'autant plus qu'elle perd patience. Il comprend qu'elle est comme lui, il ne devrait pas fouiller dans ses affaires, car c'est lui qui risquerait d'être tué ce soir. Elle finit par redémarrer, puis partir. Les démons se séparent enfin, chacun ayant accompli sa propre mission. Mais au fond de lui, il sait que tant qu'elle sera en vie, l'histoire de ce meurtre ne finira jamais. Il souhaite que le destin s'occupe d'elle, qu'elle crève. Il l'ordonne afin qu'elle se taise pour l'éternité. Marchant jusqu'à chez lui, il semble entendre de ses pas mouillés la promesse de son souhait, accompagné d'un bruit en plus, comme si quelqu'un était derrière lui, comme s'il y avait un bruit de pas en trop lorsqu'il s'arrête. La fatigue lui pèse vraiment. Accablé par la fatigue, la chaleur et le chant des grillons, Keiichi parvient à reprendre conscience, réalisant qu'il avait assassiné l'oncle de Satoko, que son plan était parfait jusqu'à l'arrivée de Takano, qui sait ce qu'il a fait. Il regrette de ne pas l'avoir tué quand il en avait l'occasion, mais la fatigue était trop forte. Il doit tout de même faire comme si rien ne s'était passé hier. Bien qu'il soit en retard pour l'école, il ne s'inquiète pas. Il s'imagine que Satoko a dit aux filles que son oncle n'est pas rentré, qu'il ne rentrera plus jamais, et que tout redeviendra comme avant. Il a débloqué son monde, celui dont il a forcé l'existence. Arrivant devant les grilles de l'école, il entend à nouveau un bruit de pas en trop, suivi d'une sensation d'insectes le recouvrant. Cela ne veut dire qu'une chose, la nuit d'hier n'est pas encore finie. Keiichi entre enfin dans l'école et découvre les chaussures de tous ses amis, Satoko inclus. Enfin, si, il manque une paire, celle de Satoshi. Il se dit que lui est parvenu à reprendre sa vie normale malgré son acte, mais réalise que Satoshi n'a disparu que quelques jours après la fête, le jour de l'anniversaire de Satoko. Il n'a donc pas encore évité le même sort que Satoshi. Entrant finalement dans la classe, les filles l'accueillent, parlant de la fête d'hier, l'incluant dans leurs souvenirs. Mais Keiichi n'était pas présent, il ne comprend pas. Il tente de s'expliquer, mais se fait couper. Chacune ajoute quelque chose. Il a vu Rika danser, il a mis un râteau à Shion, il a fait du tir et gagné un gros ours en peluche pour Rena, etc. Complètement perdu, il réalise que tout le monde avait vu Keiichi Maebara à la fête, s'amusant avec ses amis, mais ce n'est pas lui. Alors qui ça peut être ? Pendant que lui s'occupait de la sale tâche de tuer l'oncle de Satoko, un autre Keiichi s'amusait. Il s'est fait remplacer, et pourtant il était bien le seul Keiichi dans la pièce. Il interroge toutes ses amies, réfléchissant trop, car selon lui, la fête a été annulée quand il a commencé à pleuvoir vers 19h. Mais pourtant, ses parents ne l'ont pas croisé, alors le Keiichi de la fête n'est pas rentré lorsqu'il s'est séparé de ses amis.
Il se dit que Keiichi a subi le même sort que Satoshi, ne rentrant plus jamais chez lui d'un coup. Mais si il est Keiichi, alors où est l'autre Keiichi? Regardant Satoko, il espère qu'elle pourra enfin sortir de son cauchemar, ne pouvant lui avouer ce qu'il a fait pour elle. À la fin des cours, il propose que le club se réunisse pour un jeu, encourageant Satoko à rester et s'amuser comme elle s'est amusée hier. Mais en réalité, la petite fille est rentrée plus tôt, elle devait s'occuper de son oncle alors qu'elle voulait s'amuser. Keiichi ne comprend pas. Il n'est pas censé être rentré hier, mais pourtant Satoko se met à crier, lui demandant quand son oncle est parti. Il est censé l'avoir tué, mais la petite fille continue de dire qu'il l'a frappé, qu'il lui a hurlé dessus, il était violent, et surtout, il est toujours chez lui. À nouveau, Satoko part en crise, appelant son frère et pleurant. Mion réagit alors, lui demandant pourquoi, selon lui, il n'est pas censé être encore rentré. Rena intervient à son tour, embrouillant Keiichi, disant que si Satoko pense qu'il était là hier et aujourd'hui, c'est que c'est le cas. Le trio habituel rentre alors chez eux, et à nouveau, Keiichi entend le bruit de pas en trop, ce bruit de pas angoissant. Rena lui propose de venir le chercher plus tard pour aller au barrage, mais cela l'interroge beaucoup trop. Elle et Mion semblent le forcer à s'y rendre. Bien qu'il ne soit pas censé avoir peur d'elle, la situation d'hier lui pèse beaucoup trop. Aussi, il cherche des excuses pour ne pas venir, et Rena insiste pour qu'il se rende à la clinique. La façon d'être de la jeune fille lui provoque des frissons, il se sent comme surveillé. Cette histoire de deuxième Keiichi, de bruit de pas en trop, le comportement des filles et l'oncle qui est en vie, tout ça le rend confus. Il décide de se rendre vraiment à la clinique, mais avant fait un détour vers l'école, afin de vérifier l'absence de la batte. Finalement, l'arme du crime a réellement disparu. Il n'est donc pas totalement fou. Arrivant à la clinique, il est surpris de retrouver le chef, Irie, c'est le médecin de la clinique. Keiichi a confiance en lui, il lui demande s'il était à la fête hier et surtout s'il l'a vu, mais Irie lui dit ne s'être pas promené dans les stands et ne l'a donc pas vu. Keiichi enchaîne en lui demandant s'il existe un être humain pouvant lui ressembler parfaitement. Le chef lui parle alors des doppelgangers, des êtres identiques à un humain annonciateur de malheur, assurant la mort des personnes les voyant. Mais le chef lui dit rigoler quant à leur existence. Pourtant, Keiichi reste paniqué. Ainsi, Irie comprend qu'il est sérieux et lui pose des questions, puis lui propose un sédatif pour se calmer, mais le jeune garçon réagit instinctivement, disant qu'il n'est pas fou. Insistant sur son absence à la fête, il décide de tout lui révéler. Il lui raconte comment il a tué l'oncle, où il a enterré le corps, qu'il ne regrette pas son geste, qu'il n'a été vu par personne. Au final, Irie le remercie d'avoir sauvé Satoko, et Keiichi enchaîne en lui expliquant toutes les anomalies qu'il a vécues aujourd'hui. Il décrit l'état du corps de l'oncle, Irie peut donc confirmer sa mort, d'autant plus qu'il avait le visage plongé dans une flaque pendant un certain temps. Tentant de confirmer l'identité du cadavre, Irie lui explique que l'oncle a un tatouage de tigre sur le dos. Keiichi n'a rien vérifié, et se dit qu'il pourrait s'assurer directement de tout ça chez Satoko. Le chef propose de continuer la conversation plus sérieusement, mais avant, il va chercher du thé. Parvenant à se calmer, Keiichi se lève pour aller aux toilettes, mais surprend une conversation d'Irie avec un docteur, demandant de rajouter un produit dans la tasse de Keiichi pour l'endormir. Le docteur explique qu'ils sont 3, 2 de garde et un chien de montagne. Irie explique les symptômes de Keiichi, mensonge, affabulation, incapacité de différencier rêve et réalité, sans doute une dissociation. Il dit que le jeune garçon est à un stade trop avancé, trop soudain, et se demande s'il avait déjà des symptômes avant d'arriver à Inamizawa. Il ajoute que Keiichi doit se reposer et qu'il faut prévenir ses parents. Keiichi lui faisait confiance et pourtant le chef l'a trahi. Un personnel de la clinique arrive alors en panique, annonçant que Madame Takano a été retrouvée morte brûlée dans les montagnes de Gifu. Entendant cela, Keiichi rigole, il l'avait prédit et maintenant elle est morte, les cieux l'ont entendu. Le chef ne comprend rien, il ne veut pas accepter la malédiction, ainsi Keiichi décide de le maudire, voulant le voir crever pour l'avoir trahi. Profitant qu'Irie est un appel avec l'inspecteur Oishi, il doit maintenant se décider entre fuir ou être drogué. Il décide alors évidemment de sortir par la fenêtre et de partir. Les émotions sont fortes, il est perdu, il ne comprend pas pourquoi il se trouve dans un monde pareil, alors qu'il était censé avoir créé celui qu'il a espéré, un monde insouciant. La nuit tombant, il se dit qu'il devrait vérifier le corps qu'il a enterré, s'il y a bien un tatouage. Il récupère sa pelle et se dépêche afin de pouvoir retrouver sa lampe avant qu'il ne fasse nuit. Après quelques galères, il retrouve l'endroit instinctivement et se met à creuser. Il réalise que le bruit de pas est toujours présent sans qu'il n'y ait personne, l'entité ne fait qu'observer. La nuit l'engloutit, accompagné par la fatigue. Il se décide alors à allumer sa lampe, l'entourant d'ombres chinoises, s'approchant. Aoshi apparaît alors, lui proposant de continuer de creuser. Tentant de se relever pour partir, Keiichi se fait bloquer la route par 2 hommes, se trouvant forcé de continuer son action.
Perdu dans ses pensées, se demandant si Takano a tout dit à la police, Oishi le pousse du pied. Keiichi l'insulte alors, mais se fait directement corriger. À force de creuser, Keiichi est à bout. Il se fait sortir et remplacé par un policier. Oishi l'interroge alors, lui demandant si son passe-temps est de creuser des trous au hasard dans la forêt la nuit, puis se fait corriger à nouveau, sa réponse n'étant pas satisfaisante. La haine monte en Keiichi. Si Oishi n'était pas venu essayer de parler à Satoko, alors elle n'aurait jamais eu ce malheur. Son oncle ne serait jamais revenu. À son tour, il maudit Oishi, voulant sa mort. Finalement, un inspecteur indique avoir atteint une vieille canalisation. Keiichi n'a donc pas pu creuser plus loin. Le jeune garçon ne comprend pas. Où est le cadavre? Il est certain de l'avoir tué et enterré ici, mais pourtant il semble avoir été encore vivant et être reparti. Il commence à en avoir marre de ce village de fous où les morts ne restent jamais tranquilles, et se dit qu'il n'a qu'à aller le tuer chez lui une seconde fois, voire aussi souvent qu'il le faudra. Les policiers discutent puis s'approchent de lui, l'ignorant dans leur passage. Keiichi est à nouveau seul dans ce monde mouvant. L'oncle de Satoko n'est pas mort, comme le dit la petite fille, et le confirme l'absence de corps dans le trou. En ayant tenté de supprimer un humain, Keiichi a atterri dans un monde de fous et est devenu un démon. Il doit en reprendre les traits une nouvelle fois et tenter de le tuer encore, autant de fois qu'il le faudra. Il se demande si Satoshi avait vécu la même chose, s'il marche dans ses pas, et réagit en entendant ce bruit de pas en trop. Keiichi est certain que depuis tout ce temps, il s'agit de Satoshi lui-même. Il est donc déterminé et se rend chez Satoko pour assassiner son oncle. Et même si la police l'arrête, un autre Keiichi prendra sa place. De toute façon, il n'est pas originaire de ce monde, il s'en fiche et veut seulement le bonheur de Satoko. Récupérant une machette qu'il emballe dans du papier, il grimpe sur son vélo et se rend chez la petite fille, se remémorant ses jours passés au village. Arrivant à destination, il remarque l'absence de la moto, mais cela ne veut pas dire que l'oncle le sera tout autant, cela le rend nerveux. Il se met à ouvrir la porte, qui n'est pas fermée à clé, pénétrant dans la demeure dont le son de la télé provient du salon en désordre. L'endroit est sale et vide, ce qui le tend, craignant que sa cible se cache, mais il remarque un détail, le riz servant de repas d'hier soir est desséché. En montant à l'étage, il se dit que quelque chose ne va pas, la maison semble déserte. Cependant, il entend le bruit de fond du chauffe-eau et se dirige alors vers la salle de bain. La pièce est jonchée de buée, et il remarque l'uniforme de Satoko sali par le repas d'hier, comme si son oncle le lui avait lancé. S'inquiétant que la petite fille soit depuis longtemps dans la salle de bain brûlante, il entend alors un cri fébrile. Entrant, il trouve Satoko, la peau toute rouge. Elle a dû rester dans la baignoire brûlante toute la nuit. Keiichi la sort de là et réalise qu'elle comptait 5041. Elle devait compter jusqu'à 10 000, une punition de son oncle. Complètement fou de rage, Keiichi sort et tente de retrouver l'homme, défonçant tout sur son passage, mais ne le trouve nulle part. Il tente alors de porter Satoko, vêtue seulement d'une serviette, et l'emmène en direction de la clinique proche. Devant le bâtiment se trouvent plusieurs voitures de police. Keiichi dépose alors Satoko afin de s'approcher et de comprendre ce qu'il se passe, et apprend que quelqu'un a été retrouvé mort ici, a priori un suicide par overdose de somnifères. La victime n'est nul autre que le chef, le docteur Irie. Keiichi réalise que son souhait avait fonctionné et se demande si cela aurait pu aussi marcher sur Oishi. En réponse quasi directe, il entend le policier parler des recherches du véhicule de l'inspecteur, il aurait donc lui aussi disparu. Un bruit de pas résonne derrière Keiichi, Satoko le surprend, elle se demandait ce qui lui prenait autant de temps. Il lui explique que le chef s'est donné la mort, ce qui la surprend, elle refuse de croire cela et se met à pleurer. Keiichi ressent du remords, se sentant coupable d'avoir souhaité la mort de quelqu'un qui a essayé de rendre Satoko heureuse. Il s'excuse et lui dit avoir maudit le chef, mais Satoko le rassure sur cela, ce n'est pas de son fait, et demande d'aller chez Rika afin de récupérer des vêtements. Keiichi rajoute qu'il se passe des choses bizarres ici. Il lui demande si elle le croirait s'il lui disait ne pas être allé à la fête, ce que la petite fille dit ne pas croire. Il continue en mentionnant les bruits de pas et le fait qu'il n'était pas à la fête. Il a ensuite croisé Takano et souhaité sa mort, puis elle est justement morte, ce que Satoko ne savait pas. Dès qu'il souhaite la mort de quelqu'un, la personne meurt. Takano, Irie, il a aussi souhaité la mort d'Oishi. Alors qu'il commence à parler de l'oncle, Satoko lui demande de se taire, mais Keiichi insiste, lui révélant l'avoir tué et enterré, et que son corps n'est plus là. Il est même revenu continuer de l'abattre. Satoko tente de raisonner logiquement, elle lui dit aller mieux et lui propose de rentrer chez lui pour se reposer, mais Keiichi veut s'assurer de son état. Il grimpe les escaliers menant au temple Furude. Keiichi entend alors un bruit fort d'ailes d'oiseaux, ce qui le surprend, d'autant plus que les grillons sont devenus silencieux. Le temps s'arrête d'un coup, une image de cauchemar se dresse face à lui, une horreur qu'il n'avait jamais souhaitée.
Fonçant en direction des charognes, il arrive devant une carcasse éventrée. Rika est étendue là, nue, les entrailles à l'air libre, fixant le ciel de ses yeux noirs et dilatés. Satoko hurle en voyant sa meilleure amie dans cet état, les organes internes sortis, complètement étripés. Keiichi ne comprend pas, ce n'est pas de sa faute, c'est alors que son arme tombe de sa cachette. Satoko voit cela et arbore un visage déformé par l'horreur. Elle croit que Keiichi est le meurtrier de son ami, hurlant tout en partant, en courant. Keiichi tente de la rattraper, essayant de la raisonner, mais la petite fille est persuadée qu'il a tué tout le monde, que ses souhaits de mort sont de son propre fait. Il ne parvient pas à justifier le port de son arme, ce qui ne l'aide pas. Il n'est pas innocent, il a normalement tué l'oncle et souhaité la mort de 3 personnes, les maudissant. Il est peut-être vraiment un meurtrier, à Inamizawa, tout est possible. Lorsque Satoshi est parti, Satoko se sentait si seule, mais Keiichi est arrivé et lui a redonné le sourire. Comment ont-ils pu en arriver là? À force de courir, ils sont sortis de la forêt, arrivant face à un long pont instable. Satoko refuse toujours que Keiichi l'approche, lui en voulant alors qu'elle l'aimait tant. Il tente de la calmer et jette alors sa machette, puis se retourne en mettant ses mains derrière la tête. La petite fille s'approche alors et lui dit croire qu'il n'est qu'une victime possédée par un esprit et ajoute croire que les autres étaient dans le même cas. Elle était persuadée qu'il voulait la supprimer, mais aujourd'hui elle est sûre qu'un esprit maléfique les avait possédés. Ne comprenant rien, Keiichi apprend que Satoko s'était cachée durant un jeu dans le temple des reliques, faisant tomber plusieurs objets en voulant sortir. Le prêtre entendit le bruit et se mit en colère contre Rika, qui était la seule à savoir où se trouvaient les clés. Il la punit en la fouettant avec un bâton de cérémonie, la forçant à s'excuser dans des cris de souffrance. À ce moment-là, le monde lui est devenu fou, conséquence de la malédiction de la déesse Oyashiro pour avoir souillé le temple divin. Ses parents ont ensuite été emportés, sa tante s'est faite assassiner et son frère l'a abandonné. Puis Keiichi est arrivé, lui apportant de l'espoir et du bonheur, mais la déesse l'a possédé et Rika est morte. Lorsque la déesse choisit une cible, elle commence par la faire souffrir en s'attaquant à ses proches, puis termine par lui ôter la vie. Tentant de se retourner pour la calmer, Keiichi se fait pousser dans le dos, tombant au-dessus du pont. Il parvient de justesse à se rattraper à une corde de soutien, le corps au-dessus du vide. Satoko lui hurle dessus de crever, de lui rendre son frère, Rika, Keiichi, se secouant dans tous les sens et crie contre la déesse. Réalisant ce qu'il se passe, il lui demande de lui promettre que sa mort lui permettra de retrouver une vie heureuse. Mais Satoko refuse que la malédiction prenne la forme de Keiichi, elle lui hurle de tomber, et finalement, Keiichi chute, dévasté, ne comprenant pas son erreur, lui qui ne voulait que la sauver de ce village de fous. La 5e année, la malédiction frappa l'oncle de Satoko, et Keiichi fut emporté par les démons. Dans un dernier souhait, il espère que tout ce village perverti meure. Une forte sensation de douleur et de froid réveille Keiichi. Il était tombé du pont dont il voyait encore la hauteur vertigineuse. Miraculeusement, des sièges de voitures abandonnés avaient amorti sa chute. Il pense être resté inconscient 1 heure ou 2 au vu de la hauteur du soleil, mais la lourdeur de son corps lui fait croire qu'il a dormi 10 ans. Satoko n'est plus sur le pont. Il s'attend à se faire attraper par la police, mais cela lui importe peu. Il veut juste arrêter d'avoir mal et se dirige vers la clinique. Le village est totalement silencieux. Ni bruit de cigales, d'oiseaux ou d'insectes. Il n'y a que le vent. Et pour cause, beaucoup de cadavres d'insectes traînent sur le sol, accompagnés d'une forte odeur ressemblant à un mélange d'insecticides et de désherbants. Mais le plus étrange, il n'y a personne dans le village. Même en s'approchant du virage menant à l'école, il n'y a aucun son habituel des enfants. Quelque chose cloche. Et ses soupçons se confirment lorsqu'il remarque plusieurs camions stationnés dans la cour de l'école. Des dizaines d'hommes équipés d'uniformes imperméables déchargent des paquets. Le bâtiment de l'école est partagé avec les employés des eaux et forêts, donc cela ne l'étonne pas, mais pourtant les paquets semblent grands et lourds, car les hommes les portent à deux et les alignent en grande quantité dans la cour. 2 camions arrivent alors derrière Keiichi, qui les laisse passer, sentant une odeur révulsante. Il voit alors une inscription sur le camion, Troupe de défense du territoire, l'armée. Un homme apparaît alors, demandant ce qu'il fait ici ainsi que son nom et son adresse. Keiichi lui répond et l'homme transmet alors que le numéro 402 est vivant, semblant en bonne santé, bien qu'en partie blessé. Il explique être tombé du pont et demande que fait l'armée ici. Dans la nuit du 21 au 22 juin, entre 2 h et 4 h, une catastrophe naturelle s'est produite à Inamizawa. Un gaz volcanique s'est échappé, empoisonnant tous les habitants dans leur sommeil. Par un concours de circonstances, les unités de section biochimique ne furent déployées que plus de 8 heures après le début de la catastrophe.
la malchance ayant provoqué plus de 1000 décès, anéantissant tout le village. Les centaines de paquets traînant dans la cour sont donc des morts emballés. Keiichi avait souhaité que le village meure, et c'est arrivé. Si vraiment il a le pouvoir de maudire les gens, alors il voudrait bien mourir lui aussi et sortir de ce cauchemar. Le choc le fait s'évanouir, il cesse de respirer, mais se fait secourir par les médecins, s'acharnant pour sauver le seul survivant du village. Le docteur hurle qu'aucune vie ne mérite une fin prématurée, qu'il ne faut pas le tuer, il doit être sauvé. Keiichi repense à toutes ses actions et aux paroles de Satoko sur la malédiction, et étrangement, il n'a pas entendu de bruit de pas en trop aujourd'hui. Se sentant libéré, il entend enfin le sanglot des cigales résonnant dans sa tête, l'accompagnant dans son dernier voyage. Au final, la catastrophe a fait 1200 morts, une vingtaine de disparus, et provoqua l'évacuation de près de 600 000 personnes dans la région. Et il fut découvert que des poches de magma se trouvaient sous le marais des abysses des démons. Le réchauffement de l'eau au contact produisit un mélange gazeux mortel. Les légendes locales racontent qu'un mal descend de la montagne lorsque la malédiction doit frapper. L'hypothèse est donc que d'autres incidents du même genre sont déjà arrivés par le passé, se transformant en croyances. Plus étrange encore, de nombreuses personnes ayant des liens de parenté avec des victimes du village succombèrent aussi sans aucune raison. Certains individus étaient malades, subissant de fortes fièvres, tandis que d'autres se donnèrent la mort, se déclarant sous le mauvais œil de la déesse Oyashiro. L'idée d'un gaz mortel tuant silencieusement dans la nuit, provoquant un tas de troubles à des personnes en lien avec le village mais situées à des kilomètres, apporta une dimension surnaturelle à l'incident. Les scientifiques nommèrent le cas des gens souffrant de ces troubles le syndrome Inamizawa. La région du village fut scellée par l'armée, le laissant à l'abandon. L'unique survivant de la tragédie est Keiichi Maebara. Encore aujourd'hui, il garde toujours le silence. C'est alors qu'un vieux couple découvrit une cassette audio dans les affaires de leur fils, mort il y a 8 ans. Ce dernier, mort en 1995 à l'âge de 47 ans d'une chute de barque de pêche, était un journaliste indépendant de la presse à scandale dans les années 75 à 89. Sur la cassette est écrit 28 11 58 Keiichi Maebara. Elle contient l'enregistrement du jeune garçon datant du 28 novembre 1983. Maintenant que je sais que vous enregistrez, je suis un peu gêné. Mais t'en fais pas, gamin. Regarde, on va faire comme ça et tu verras, ça ira beaucoup mieux. Allez, on commence, d'accord? Bon, première question. Où étais-tu la nuit de la catastrophe? Je suis parti du temple et je me suis enfoncé dans la forêt jusqu'au pont suspendu qu'il y a avant d'arriver dans le domaine de la montagne. Je suis tombé du pont et j'ai perdu connaissance. Et c'était la nuit du 21 au 22? T'es allé là-bas en pleine nuit? Non, c'était le mardi 21 au matin. Je me suis réveillé le mercredi après-midi dans la rivière, donc je pense être resté inconscient pendant plus d'une journée. Mais pourquoi étais-tu là-bas? Écoute, je sais que c'est une question que tout le monde a dû te poser, mais c'était un jour de semaine, c'était très loin de chez toi, et c'était pas exactement sur le chemin de l'école, non? Disons qu'il y a des gens qui imaginent qu'en fait, tu savais que cela allait se passer et tu t'es enfui. Tu serais tombé du pont uniquement par le plus pur des hasards pendant ta fuite. Je trouve pas ça très drôle, ne racontez pas ce genre de sottises à l'avenir. Ah, tu sais, je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, c'est pas moi qui les raconte. Dis-moi, ce pont dont tu m'as parlé, c'est celui-là sur la carte, non? On part du temple, on traverse la forêt et on arrive là, c'est bien ça? Probablement, oui. Je n'y allais pas souvent, alors je connaissais pas trop le coin. Ok, mais alors, pourquoi là-bas en pleine semaine? Enfin, on vient au point de départ. Et donc, je voulais te demander si tu savais ce qui se dit à propos de la rivière, mais dans laquelle tu t'es réveillé, on raconte que c'est pas possible. C'est pas possible. De pas possible. Il s'est passé quelque chose de pas possible. Encore une fois, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Et pourquoi ce serait impossible? Tu sais que l'épanchement de gaz provenait du marais, n'est-ce pas? Disons que les scientifiques ont fait des simulations et ont découvert quelque chose de très intéressant. Les gaz volcaniques sont plus lourds que l'air ambiant, alors ils longent le sol et se déplacent toujours vers les endroits plus bas, un peu comme de l'eau. Eh ben, disons qu'ils ont simulé ce qui s'est passé, combien de temps il a fallu pour que le gaz recouvre le village, etc., etc. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, le gaz a dû passer pile poil par la rivière où tu étais inconscient. Je comprends pas trop où vous voulez en venir.
Si réellement tu étais évanoui là-bas cette nuit-là, alors tu es resté toute la nuit en plein milieu des gaz mortels. Et donc il est scientifiquement prouvé que tu ne pouvais pas te trouver là-bas. Je vais te dire, je pense que tu es en train de mentir à tous. Le soir de la catastrophe, t'as été réfugié dans un endroit sain et sauf. Puis t'as entendu que les gaz soient moins denses pour retourner au village. Et voilà, un miraculé. Alors, j'ai tout bon. Même si les scientifiques disent vrai, je dois dire que ça m'étonne pas. C'est-à-dire, ça ne m'étonne pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas possible. Mais à Inamizawa, ils sont passés tous les jours des choses pas possibles. On voyait parfois des gens à certains endroits alors qu'ils étaient en réalité complètement ailleurs. On a même eu un mort enterré qui est rentré chez lui 1 heure après et qui a continué à vivre comme si de rien n'était. C'est pas vraiment si inhabituel. Mais je dois dire que je trouve ça assez marrant qu'en fin de compte, moi-même, je servirais à prouver qu'un homme mort pouvait quand même être vivant. Alors parlons d'autre chose. Certaines personnes pensent que cette catastrophe serait en fait le résultat de la malédiction de la 5e année. Qu'est-ce que tu en penses? Non, il se trompe. La malédiction de la 5e année, c'est moi. Quoi? Mais de quoi tu parles? Bah, je réponds à votre question. Cette catastrophe, bah, vous ne me croirez pas, mais tant pis, c'est moi qui en suis responsable. J'ai pensé très fort, crève, sale village de merde, et le lendemain, mon vœu s'est exaucé. Mais c'est une histoire splendide. Splendide, je suppose que c'est une façon de voir les choses. J'ai tué Madame Takano, puis le chef, et même l'inspecteur Oishi de cette manière. À cette époque, j'avais des pouvoirs divins. Ah ouais, et les bruits de pas en trop. Les bruits de pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi encore ça? Quoi, vous n'avez jamais entendu de bruit de pas de votre vie? Quand vos pieds marchent sur le sol? Tip, tap. À partir d'aujourd'hui, vous devriez y prêter attention. Marchez et d'un seul coup, arrêtez-vous tout net. Vous verrez, c'est un jeu très amusant. Et si par hasard, juste après que vous vous arrêtez, vous entendez un bruit de pas en trop, alors là, à votre place, je ferai très attention. Ah, d'accord. Merci du conseil. Vous trouvez franchement ça drôle? Vous ne faites que rire depuis tout à l'heure. Je vois, vous êtes comme le chef. Vous avez pitié de moi, alors vous écoutez mon histoire, mais dans votre tête, vous me méprisez. Mais non, voyons. Faut pas dire ça. Oh, je le sais bien, vous avez le même regard que lui. Depuis ce jour, je n'entends plus de bruit de pas, donc je pense que je n'ai plus mes anciens super pouvoirs. Mais je vais essayer quand même. Vous m'avez emmerdé avec vos histoires, alors vous allez mourir. J'ai tué Madame Takano en la faisant brûler, alors vous va prendre le contraire. C'est l'eau qui vous tuera. Vous mourrez en vous noyant, ça vous tente? Quand j'étais en pleine forme à l'époque, il me fallait 1 nuit pour que mon souhait devienne réalité. Je me demande combien de temps il vous faudra cette fois-ci. Faites attention, hein. Je vous ai maudit. Et essayez de ne pas mourir tout de suite, ok? Certains doutent qu'il s'agisse réellement de Keiichi. Ce dernier avait réalisé 2 tentatives de suicide en août et se trouvait sous protection. Il mourra 2 jours après, le 30 novembre, dans un accès de fièvre d'origine inconnue, après avoir répété plusieurs fois entendre encore une fois un bruit de pas en trop. Le journaliste mourut bien après, de la façon qu'avait prédit Keiichi. C'est sur cet étrange mystère que se termine ce 3e tome de Higurashi. Tatari Gorochi se penche sur le personnage de Satoko tout en restant du point de vue de Keiichi. Nous y suivons la descente aux enfers du groupe et surtout des 2 jeunes après que l'oncle de Satoko soit revenu, un oncle violent battant la petite fille. A l'inverse des autres chapitres, ici la violence est directe. Tout commence à foirer dès le retour de l'oncle, tout en continuant de s'empirer. Nous en apprenons aussi davantage sur Satoshi, il est a priori le meurtrier de sa tante, victime de la 4e année, et se fait ensuite enlever par les démons. L'identité du chef est aussi révélée, il est le docteur Irie de la clinique portant son nom. L'oncle de Satoko est aussi un personnage important, il est violent et face au désespoir des amis de la petite fille concernant la situation, nous découvrons beaucoup sur Satoko. La petite fille était une peste rendant la vie dure aux compagnons de sa mère, ayant fait plusieurs faux appels à l'aide auprès des services de la protection de l'enfance, ce qui provoqua la méfiance des travailleurs. Lorsque ses parents sont morts, elle et son frère Satoshi ont été recueillis par leur oncle, le frère du compagnon de leur mère, qui vivait avec une femme.
Après un nouvel appel pour des faits de maltraitance, les instances ont décidé de surveiller la situation, gardant en mémoire le comportement passé de Satoko. Au final, les sévices physiques se sont transformés en sévices psychologiques, visant surtout la petite Satoko qui ne parvenait pas à se contrôler face à la situation. Le point culminant fut la mort de leur tante, celle qui faisait particulièrement du mal mentalement à Satoko. Elle fut battue à mort à coups de batte de baseball, a priori par Satoshi, mais un drogué avoua ce meurtre à sa place avant de se suicider dans sa cellule. Satoshi, qui faisait des petits boulots afin d'offrir un cadeau cher à sa sœur, prit supposément la fuite le jour de l'anniversaire de Satoko. Un policier l'aurait vu à la gare de Nagoya, après quoi plus aucune trace de lui ne fut relevée. Pour autant, Mion doute de sa fuite, car la peluche coûteuse que le jeune garçon voulait offrir à sa sœur a été achetée. Si cela est de son fait, alors il n'aurait pas eu de quoi se payer le train. Quoi qu'il en soit, le groupe fait tout son possible pour aider Satoko, mais la jeune fille elle-même refuse d'avouer ce qu'il se passe, voyant la situation comme une épreuve lui permettant de provoquer le retour de son frère. Mais Keiichi n'est pas de cet avis et décide d'assassiner l'oncle le soir de la fête Watanagashi. Pour cela, il récupère la batte de Satoshi, creuse un trou dans la forêt et attire l'homme afin de le piéger et de le tuer. Après plusieurs complications, Keiichi finit par éliminer sa cible, à enterrer et à cacher l'arme du crime et la mobilette de la victime. Mais en rentrant, il se blesse et tombe sur Takano, qui le ramène chez lui, tout en semblant être au courant de l'acte qu'il a commis. Se sentant en danger, il souhaite la mort de la jeune femme, puis y entend comme un bruit de pas en trop qui le hantera pendant un certain temps. À l'école, les filles font comme si Keiichi était présent durant la fête, ce qui le rend fou, lui faisant croire qu'un deuxième Keiichi existe. En plus de cela, Satoko redevient folle et annonce que son oncle la bat toujours, alors qu'il est censé être mort. En se rendant à la clinique, il avoue tout au chef Irie, lui faisant confiance, mais ce dernier le trahit. Le voyant comme un fou, il veut le droguer. En espionnant les médecins parler, Keiichi apprend que Takano est justement morte. En panique, il s'enfuit, souhaitant la mort d'Irie, et décide de s'assurer que la personne qui l'a tué est bien l'oncle de Satoko. Dans la nuit, il creuse, mais se fait attraper par la police. L'inspecteur Oishi le pousse à bout. À nouveau, Keiichi souhaite la mort de cet homme, et au final, tout le monde découvre le trou vide, sans cadavre. Keiichi sombre de plus en plus et décide d'aller chez Satoko pour éliminer l'oncle une nouvelle fois. Mais il ne trouve que la jeune fille, affaiblie car ayant été contrainte de rester dans un bain bouillant trop longtemps. En l'emmenant à la clinique, il découvre devant la police et apprend que le docteur s'est donné la mort et Koichi a disparu. Ne comprenant pas ce qu'il se passe, Keiichi se confie à Satoko, révélant que lorsqu'il souhaite la mort de quelqu'un, celui-ci meurt, et lui avoue avoir tué son oncle. En se rendant chez Rika, le duo découvre le corps atrocement mutilé de la petite fille. Elle est nue, éventrée, se faisant dévorer par les corbeaux. Satoko découvre alors l'arme de Keiichi et le pense responsable du meurtre de son ami et des autres personnes. La petite fille s'enfuit et pousse Keiichi d'un pont, le croyant possédé par la déesse Oyashiro. Dans sa chute, il maudit ce village malade. À son réveil, Keiichi découvre Inamizawa complètement vide et silencieux. Au niveau de l'école, l'armée entrepose les corps des habitants. Une catastrophe s'est déroulée dans la nuit, provoquant l'asphyxie de toute la population. Il en est le seul survivant. Chose étrange, les personnes ayant des liens avec les habitants de Inamizawa ont commencé à devenir folles et à mourir, certains se suicidant même. Les scientifiques appellent cela le syndrome de Inamizawa. L'opinion publique trouve cela étrange, certains croyant en la malédiction de la déesse. Keiichi est alors interrogé par un journaliste, révélant être lui-même la malédiction de la 5e année et avoir maudit le village. Voyant que l'individu ne le prend pas au sérieux, il le maudit à son tour. Keiichi mourra 2 jours plus tard, le 30 novembre 1983, entendant à nouveau le bruit de pas, et l'homme mourra en 1995, se noyant, comme l'avait prédit le jeune garçon. Si le chapitre précédent apportait un côté un peu plus réaliste, tournant davantage les théories d'origine de la malédiction vers l'action humaine, Tatari Gorochi fait l'exact opposé, jouant beaucoup avec l'aspect surnaturel afin d'embrouiller le lecteur. Ce chapitre parle surtout du vigilantisme, le fait de se rendre justice soi-même. Cela est montré par la réaction de Keiichi, il ne fait ni confiance aux adultes ni aux autorités compétentes, décidant de tuer de ses propres mains l'oncle de Satoko afin de la sauver, estimant agir pour son bien et se voyant comme un justicier. Il en devient juge et bourreau, ouvrant un cycle de la violence. Ce cycle s'aggrave lorsque le jeune garçon se met à souhaiter la mort de tous ses ennemis, ces derniers mourant effectivement, lui donnant l'illusion d'avoir un pouvoir et se sentant lui-même comme la déesse Oyashiro. Il se voit comme la malédiction.
Cette spirale macabre culmine avec la mort de Rika, provoquant la détresse de celle qu'il voulait sauver, Satoko, qui tentera de le tuer. Voyant le monde qu'il avait tenté de bâtir afin de protéger son insouciance, Keiichi maudit le village, malédiction qui se réalisera sous la forme d'une catastrophe naturelle. Une certaine impuissance se dégage alors du chapitre. Avec la situation de Satoko, personne ne trouve de réelle solution pour venir en aide à la petite fille, démontrant l'échec des adultes et des autorités. Keiichi se sentira faible face au destin, il a la sensation d'avoir atterri dans un monde de fous, se faisant trahir et soumettre par tout le monde. Malgré tous ses efforts, aucune solution n'aboutit, au contraire, tout ne fait qu'empirer. Cette spirale descendant l'affaiblit et le plonge dans une certaine folie. Il se met à croire en la malédiction et tombe dans une espèce de paranoïa. Il se sent dans un monde parallèle, croit que tout le monde est contre lui et entend même des bruits de pas en trop. Même Satoko le croit possédé et le pousse du pont, le trahissant à son tour. Keiichi finira par maudire un journaliste qui mourra une décennie plus tard et finira lui-même par mourir d'une fièvre liée sans doute à son état psychologique. Le récit de ce chapitre est dur d'autant plus que l'élément perturbateur arrive brusquement, le début servant d'introduction afin de permettre de montrer la création du fort lien avec Keiichi et Satoko, fait que la suite se passe extrêmement vite, les événements s'enchaînent, plusieurs choses se déroulent le même jour, on a la sensation que Keiichi court pour trouver un moyen de sauver Satoko, ce qui est accentué par le récit linéaire, absent de tout choix. Le jeune garçon a la sensation de ne pas en avoir non plus et se précipite vers la solution qu'il estime être la meilleure. Dans ce chapitre, Keiichi est autant courageux que désespéré. Il est prêt à tout pour Satoko, se voyant comme un grand frère de substitution. Si dans les chapitres précédents il est montré comme une proie, il prend ici la place de prédateur, ayant tué l'oncle de ses propres mains et ayant maudit tout le reste du village, un peu comme un fou. Et cette folie montre sa perte de lucidité, chose qui survient dès lors qu'il décide de tuer l'oncle de Satoko. Le nom de ce chapitre, Tatarigorochi, peut être traduit en malédiction de l'assassin, ce qui colle parfaitement à Keiichi, c'est un assassin maudit qui lui-même se voit comme une malédiction. Satoko est aussi davantage développée, elle est le personnage important de ce chapitre. De peste ingénieuse, elle passe à fille sensible et traumatisée, voulant surmonter ses sévices afin d'être forte, croyant que cela lui permettra de retrouver son frère. Mais la petite fille reste fragile, elle craque lorsque Keiichi tente de s'approcher d'elle, croyant à nouveau se faire battre. Cela est aussi montré dans sa façon de réagir lorsque son oncle meurt. Elle dit qu'il est toujours présent, puis sa faiblesse est davantage montrée dans sa nudité durant la fin du chapitre. Elle est secourue dans son bain et fuit Keiichi totalement nu avant de le pousser dans le vide. Pour autant, la petite fille a intégré des mécanismes de défense. Tout d'abord dans son côté peste poseuse de pièges et adepte des fausses accusations, chose qu'elle faisait avec ses beaux-pères, mais aussi envers Keiichi, l'accusant d'avoir tué Rika, mais sa capacité à se défendre se voit surtout quand elle pousse Keiichi. Elle voulait vraiment le tuer, elle n'a pas hésité une seule seconde, elle l'a même prémédité. La petite Rika reste un témoin impuissant dans cet épisode, tout en gardant cet esprit mature et cette sagesse étrange. La prêtresse qu'elle est finit par être tuée en martyr dans une scène très ritualisée devant le temple, sur un genre d'autel nu et éventré. Il est aussi possible de voir une certaine pureté sacrifiée, accentuée par la nudité des deux petites filles pures présentes, elle et Satoko. C'est aussi sa mort qui fera basculer le chapitre dans le massacre et la tragédie. Un autre personnage intéressant, mentionné dans le premier chapitre, est celui de Irie, surnommé chef, docteur de la clinique Irie du village et entraîneur de l'équipe de baseball. Cet homme a un réel désir d'aider Satoko. Il a notamment un lien avec les Hojo, car il a entraîné Satoshi. Il sert de figure d'autorité, écoutant Keiichi, mais finit par le trahir en voulant lui administrer un sédatif pour le calmer. Il finira par se donner la mort avec des somnifères. Mion, Rena, Oichi et Madame Si prennent un rôle d'encadrement, réagissant toujours aux actions et décisions de Keiichi, que ce soit pour le soutenir ou être contre lui. Cependant, ils n'apporteront jamais rien d'autre que du stress et de la pression, réagissant de manière inadaptée, voire mystérieuse, ce qui renferme Keiichi dans un sentiment d'isolement et de paranoïa. Il se met à douter de Rena et de Mion, il dénigre complètement sa prof et souhaite la mort d'Oichi. Au final, personne n'est parvenu à aider ou à arrêter le jeune garçon. La frustration traîne durant toute Tatarigorochi. Nous compatissons pour Keiichi et sommes autant perdus que lui. Tout est ambigu, tordu, trompeur. Nous suivons l'histoire au travers des yeux du jeune garçon. Ainsi, il est difficile de connaître la réalité des choses, car nous voyons sa réalité à lui et entendons ses pensées. À nouveau, tout ne peut être qu'une coïncidence. La légende du marais pourrait très bien justifier les gaz mortels et donc annuler toute crédibilité à la malédiction.
Mais beaucoup de choses étranges se passent, le corps de l'oncle disparaît, Satoko dira même qu'il est toujours là, puis étrangement, les proches des habitants du village, ne vivant même pas sur place, mourront ou souffreront aussi. Le terme de syndrome Inamizawa sera même utilisé. Le désespoir et la violence sont forts, d'autant plus que le chapitre se finit au plus mal, car tout le monde meurt, enterrant toute forme de vérité, ne nous permettant que de faire de nouvelles théories, entrant en conflit avec nos suppositions précédentes. L'enquête sera encore longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tatari Gorochi est le chapitre le plus long de l'arc question et m'a demandé beaucoup de temps d'écriture. Tout résumé était très délicat, j'espère donc ne pas avoir trop ou pas assez détaillé la vidéo. Je tiens à remercier la personne pour avoir prêté sa voix durant l'interview, ainsi que les tipeurs qui soutiennent la chaîne. A nouveau, tous les liens Tipeee, Discord et autres réseaux sont en description. Comme toujours, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, en laissant un j'aime et en vous abonnant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour le 4e et dernier chapitre des arcs questions qui, bien que plus court, en sera tout aussi intense.